C'est l'heure de vérité pour les candidats à l'examen du CEP. Après 9 mois d'études, les plus de 400 000 élèves à cet examen sur l'ensemble du territoire national ont composé leur premier sujet de rédaction ce matin. Et c'est le ministre en charge de l'Éducation nationale qui a procédé au lancement officiel du certificat d'études primaires à Kombisili dans la province du Bazega. Et puis, cela va bientôt faire 5 mois que le président Roch-Marc Christian Kaboré est assigné en résidence surveillée et depuis, plusieurs voix s'élèvent pour demander sa libération. La coordination des organisations pour la libération de l'ex-président du Faso était chez Zéphirin Diabré pour demander son accompagnement afin d'obtenir gain de cause auprès des autorités de la transition. Voilà pour l'essentiel des actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Ils sont au total 431 761 candidats sur l'ensemble du territoire national, repartis dans 1925 centres de composition à aller à la conquête de leur premier diplôme primaire. L'examen du certificat d'études primaires a été officiellement lancé ce matin à Kombisili dans la province du Bazega. Pour cette session 2022, on note une baisse des effectifs dans toutes les régions sauf celle du centre et des hauts-bassins. On parle d'une baisse de 4,16% par rapport à l'année dernière et cela est dû à la dégradation de la situation sécuritaire. On écoute le ministre en charge de l'Éducation nationale, Lionel Bilgo. On compte à peu près près de 2000 centres, 1925 centres à peu près, répartis sur tout le territoire national. Les hommes et les femmes se sont battus durant donc des mois et des mois pour que ces examens cette année puissent se passer très bien. C'est vrai que ça ne se passe pas dans des conditions sécuritaires normales, mais nous espérons que par l'organisation de ces examens, c'est une forme de résistance que nous manifestons parce que nous devons exister et nous allons exister. Pour permettre donc aux élèves de toutes les régions de composer sereinement leurs examens de fin d'année, il faut ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et pour remporter la lutte contre le terrorisme, l'exécutif burkinabé a désormais les mains libres pour prendre des décisions pour la sécurisation du territoire, et ce sans consulter les députés. La loi portant habilitation liée aux nécessités de défense de la défense nationale a été adoptée hier à l'Assemblée législative de transition. 64 députés sur les 65 ont donné leur quitus à Paul-Henri Sandaogo Damiba de prendre des mesures par ordonnance pour le retour de la paix au Burkina Faso. Seul le député Aruna Louré s'est abstenu. Quelles sont ses raisons? Il nous les donne dans ce reportage signé Maxime Ilboudou. Attention pour l'Assemblée législative de transition à adopter. L'Assemblée nationale de transition donne ainsi quitus au gouvernement pour prendre désormais des mesures par ordonnance dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. Concrètement, avec l'adoption de cette loi, l'exécutif peut entreprendre des actions de défense et de sécurisation du territoire sans consulter les députés, mais à condition que ces décisions soient conformes au texte en vigueur. Sur les 65 députés votants, 64 ont émis un avis favorable à l'adoption de cette loi, à l'exception du député Aruna Louré. Le porte-parole du mouvement Les Révoltés voit en cette habilitation une manière de tenir en suggestion l'Assemblée nationale de transition vis-à-vis de l'exécutif. On est co-responsable de ce qu'on fait de ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, l'Assemblée s'est départie d'une partie de son pouvoir vis-à-vis de l'exécutif. Donc nous serons co-responsables de toutes les mesures qui seront prises sans avoir la possibilité d'infléchir tant que cette ordonnance ne sera pas admise à l'Assemblée pour être ratifiée. Dans les motifs avancés, nous ne voyons ni l'urgence, ni l'impossibilité de l'Assemblée législative de transition de voter ces lois au moment opportun. Côté gouvernement, on rassure, l'objectif de ce nouveau texte n'est pas d'affaiblir le pouvoir législatif en lui ôtant l'une de ses prérogatives. Mieux, il vise à organiser la lutte contre le terrorisme et de permettre aux forces de sécurité de disposer de moyens juridiques capables de mener efficacement leur mission. Il n'y a pas de tiroir secret que le gouvernement est en train de vouloir manipuler à l'encontre ni des parlementaires ni de quelqu'un d'autre. C'est vraiment avoir les moyens d'aller frontalement contre les terroristes. Les ordonnances sont prises
en Conseil des ministres, la suite est très importante. Après avis du Conseil constitutionnel, elles entrent en vigueur dès leur publication. La suite est encore importante. Elles deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. En plus de ces verrous, les députés ont la possibilité de faire des contrôles parlementaires, à en croire le ministre en charge de la Justice, Maître Barthélémy Kéré. Le Parlement a encore la possibilité d'interpeller le gouvernement dans les cas de questions écrites ou de questions orales. Il est tenu de répondre. Le ministre de la Défense est tenu de répondre. N'importe lequel des ministres que vous voulez appeler est tenu de répondre. C'est de dire, mais oui, gouvernement, voilà, on vous a donné une loi d'habilitation, mais il se trouve que vous avez fait tel truc, c'est dans quelle seconde, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre point qui a fait l'objet de débat, c'est la durée de l'habilitation accordée au gouvernement qui couvre la période allant du 16 mai 2022 au 15 mai 2023. Le gouvernement a demandé 1 an, c'est trop. Est-ce qu'on ne va pas faire 6 mois? Est-ce qu'on ne va pas faire 3 mois? Est-ce que... Mesdames les parlementaires, le gouvernement a demandé le cadre pour une durée d'1 an sur la base de l'analyse de la situation sécuritaire du pays. Face à la situation sécuritaire de plus en plus dégradante, le gouvernement veut se donner les moyens de contrer la menace, même si cela pourrait restreindre certaines libertés. Les chefs d'État de la CEDEAO ont, au cours de leur session extraordinaire tenue le 4 juin dernier à Accra, au Ghana, interpellé les autorités de la transition afin que l'ex-président du Faso soit totalement libre de ses mouvements. Roch Marc Christian Kaboré, vous le savez, est encore en résidence surveillée. À l'instar donc de la CEDEAO, la coordination des organisations pour la libération de Roch Kaboré multiplie les actions. Elle est allée hier solliciter l'accompagnement de l'ancien ministre de la Réconciliation nationale. Zéphirine Diabré a pour sa part promis plaider leur cause auprès des autorités compétentes. Abdou Aziz Sari. Depuis le début de leur démarche, leur plaidoyer pour la libération totale de l'ancien président semble infructueux. Alors, les membres de la coordination des organisations pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré cherchent des intermédiaires. Ce matin, Désiré Guinko et ses camarades sont venus demander à Zéphirine Diabré, ancien ministre de la Réconciliation nationale, de plaider leur cause auprès des autorités de la transition. Et globalement, la question de liberté, lorsque nous l'appréhendons, nous estimons que le président Kaboré ne jouit pas de toutes ces libertés-là. Et l'annonce qui a été faite le 6 avril par le gouvernement sur la question de la libération du président, nous avons, dans le constat que nous avons fait, nous avons constaté que cela n'était pas le cas, puisqu'il y a encore des restrictions énormes qui sont imposées au président Kaboré dans sa situation et chez lui à la maison à la Padoua. Nous avons estimé que cela ne pouvait pas continuer, qu'il fallait porter la voix de façon pacifique afin d'aboutir à une solution vraiment sur la base du dialogue. La démarche est saluée par le président de l'UPC qui se dit satisfait pour cette marque de confiance. Zéphirine Diabré promet dans la mesure du possible d'apporter sa touche pour une libération totale de Roch Marc Christian Kaboré, mais aussi de tous ceux qui seraient encore détenus de façon arbitraire. Vous vous rappelez sans doute que le président de l'UPC a été, à un moment donné, en charge de la question de la réconciliation nationale. Et dans cette réconciliation nationale-là, le volet politique de la réconciliation est un volet incontournable et très intéressant et important. Et dans ce volet politique-là, chaque jour que Dieu fait malheureusement, il y a des épisodes nouveaux qui nous amènent des besoins de réconciliation. Et je dois dire que quelque part aussi, le coup d'État donc du 24 janvier a créé de nouveaux besoins de réconciliation. Dans ce cadre-là, la question donc du sort de l'ancien président Roch Kaboré et éventuellement d'autres personnes qui pourraient être amenées à être privées de liberté dans ce contexte politique-là, pour des raisons politiques, et aussi une question qui peut être mise en compte dans la question de réconciliation. Tout cela fait, et tout pris ensemble, fait que notre parti, bien entendu, a non seulement prêté une oreille attentive à ce qu'a dit donc le coordinateur donc, des organisations qui œuvrent donc pour la libération du président Kaboré, mais nous marquons notre disponibilité dans le cadre d'un dialogue républicain à apporter notre contribution pour que non seulement cette liberté soit obtenue, mais surtout qu'elle s'étende à toutes celles et tous ceux qui pourraient être amenés dans le contexte actuel d'état d'exception à être privés donc de leur liberté, donc de leurs droits humains. Cette rencontre avec Zéphirine Diabré
est, selon la coordination des organisations pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré, le début d'une série de rencontres avec les partis politiques du Burkina. Après l'UPC, ce sera au tour d'autres formations politiques de recevoir leur visite. On en vient à la chronique économie de cette semaine consacrée à l'audit du permis de recherche d'or pour l'année judiciaire 2020-2021. La Cour des comptes du Burkina a effectué un audit de conformité de la gestion des permis de recherche d'or. Ce rapport, rendu public la semaine dernière, révèle de nombreuses irrégularités dans le processus d'octroi de ce sésame pour les opérateurs de ce secteur. Des irrégularités qui mettent à mal les recettes de l'État. On en sait plus avec Archimède Boy. Le délai légal de traitement des dossiers pour l'octroi des permis de recherche de l'or au Burkina Faso n'est pas respecté, selon le rapport d'audit 2020-2021 de la Cour des comptes. Prévu pour 60 jours, les délais connaissent des retards qui varient de 9 jours à 10 mois sur ce tableau-ci. Pour la Direction générale du cadastre minier, en charge de ce processus, les causes du non-respect du délai sont à rechercher dans l'insuffisance du personnel. C'est-à-dire que ceux qui demandent les permis, déjà il y a des frais. En plus, quand vous avez les permis, il y a des frais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un secteur qui rapporte de l'argent et les retards qui sont assez importants peuvent, j'allais dire, impacter justement. On dévance la question de la perception des recettes. Donc au lieu d'avoir peut-être des recettes à une période X, on va les avoir à une période Y, parce que justement il y a une lenteur dans le processus de traitement des dossiers. À propos du suivi des permis de recherche attribués et le contrôle de l'exécution des travaux programmés, l'audit note la non-actualisation de la carte topographique dans le système géodésique national. Entre 2015 et 2018, on a implémenté ce qu'on appelle le logiciel. Donc théoriquement, on ne devrait plus avoir ce problème. Ce logiciel a coûté près de 1,5 milliard pour implémenter, former les gens, mettre des dispositifs pour qu'on ait un registre qui est transparent, on sait qui est où, qui permet aussi d'avoir une cartographie de notre potentiel et de pouvoir justement affecter, traiter les demandes, voir qui est où. Malheureusement, apparemment, ce travail en 2020, entre 2020 et 2021, ne serait pas bien fait, sinon on ne serait pas encore là à dire qu'on se marche sur les pieds pour l'attribution des permis. Les autres irrégularités signalées dans ce rapport sont d'une part la non-information des autorités locales sur les activités de recherche menées par les sociétés minières sur le terrain et d'autre part l'absence de preuve du respect du principe du premier venu, premier servi. Vous savez que nos techniciens travaillent aussi sur le potentiel minier du pays, donc il y a des informations qui sont disponibles. Donc sur cette base, il y a des investisseurs qui veulent approfondir les recherches. Donc le premier qui montre un intérêt pour une localité précise, bon, on doit pouvoir, s'il remplit les conditions, satisfaire sa demande. C'est pour éviter justement qu'il y ait trop de, j'allais dire, de tripatouillage pour qu'on donne à un tel parce qu'on le connaît ou pour éviter un peu les trafics, ce qu'on appelle le trafic d'influence. La Cour des comptes observe enfin une absence de collaboration entre les différents services techniques pour l'actualisation des listes des contribuables relativement aux taxes, redevances et taxes sur les revenus de transaction des titres miniers. Une situation qui porte un coup dur aux recettes de l'État à cause du non-recouvrement intégral et dans les délais des taxes, redevances et autres frais spécifiques liés à ce permis. C'est un projet qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations touchées par la Covid-19, les changements climatiques et les conflits. Dénommé Programme régional SD3C, il est mis en œuvre au Sénégal et dans les pays du G5 Sahel. Ce programme devrait durer 6 ans et les acteurs étaient en conclave à Ouagadougou afin de définir le mode de ciblage des populations bénéficiaires. Abdou Aziz Sari. Le programme régional SD3C devrait permettre à terme d'améliorer les conditions de vie des populations durement affectées par la Covid-19, les changements climatiques et les conflits.
Sa principale cible, les femmes et les jeunes sahéliens vivant en zone transfrontalière. Et pour réussir sa mise en œuvre, les acteurs réunis à Ouagadougou s'accordent sur le mode de ciblage des bénéficiaires. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été entreprises dans ce sens. Le projet a une coordination régionale, mais avant cet atelier, chaque pays a travaillé, a avancé sur ces critères de ciblage tenant compte des aspects économiques, sociaux, social et géographiques. Mais étant donné qu'il y a une coordination régionale, il s'est avéré utile que l'unité regroupe les différents pays pour que chaque pays présente sa méthodologie de ciblage et enfin ce qu'on s'accorde d'une seule façon de faire, étant donné que c'est le même projet qui s'exécute dans les 6 pays. Les 6 pays d'intervention du projet sont le Sénégal et les pays du G5 Sahel devenus G4, avec le retrait du Mali qui va tout de même continuer d'en bénéficier. Vous savez que le projet prend en compte le Sénégal, qui n'est pas membre du G5 Sahel, donc c'est un projet qui est articulé autour des défis du Sahel de façon générale. À l'heure où je vous parle, le projet va se poursuivre avec le Mali. Chaque pays a ses expériences, a ses acquis, donc l'atelier permettra aux uns et aux autres de partager les expériences qu'ils disposent et qu'au terme de cet atelier-là, nous puissions arriver à nous entendre, à nous accorder sur une approche commune, sur des outils partagés. D'une durée de 6 ans, le programme régional conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques SD3C bénéficie du financement du FIDA, la FAO et le PAM, entre autres. Variabilité climatique et gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin versant du Sourou au Burkina Faso, c'est le thème de la thèse de Bienvenue Karambiri. De ses recherches, il ressort que d'ici à l'horizon 2050, une baisse de l'écoulement de l'eau du bassin versant sera constatée. Elle a donc d'ores et déjà proposé des solutions pour atténuer les dégâts de ce changement. Les membres du jury de sélection des écoles doctorales ont été séduits par la thèse de Dame Karambiri. Elle obtient alors la meilleure thèse 2018 en sciences humaines. Comme elle, ils sont au total 3 docteurs à avoir présenté leur thèse en sciences humaines, lettres et communication. La dédicace de ces ouvrages doctoraux avec Luc Pacbelguet. Comme il est de coutume, les meilleures thèses issues des écoles doctorales en lettres, sciences et communication font l'objet d'une dédicace. En sciences humaines, c'est la thèse de Bienvenue Lawankila Chantal Numpou Karambiri qui a retenu l'attention du jury de sélection. Son thème, variabilité climatique et gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin versant du Sourou au Burkina Faso, a été jugé original. Les résultats que nous avons obtenus ont montré effectivement qu'il y a une variabilité climatique dans la zone, une baisse de la pluviométrie, une hausse de la température. Et à l'horizon 2050, nous allons constater une baisse au niveau de l'écoulement du bassin versant. Et à la fin, nous avons proposé des solutions. Nous avons d'abord analysé, identifié les modes de gestion des ressources en eau qui sont mis en place et nous avons tenté d'apporter des solutions pour le renforcement. En lettres, arts et communication, Ibraogo Kaboré s'est intéressé à l'analyse sémio-pragmatique des signalétiques commerciales urbaines à Ouagadougou. Pour l'auteur, ces signalétiques nous parlent et en fonction des quartiers où elles sont fixées. Et nous nous sommes rendus compte que, en dehors des textes classiques que nous connaissons et qui sont dans les livres, se présentent à nous d'autres types de textes, lapidaires, jonchant les rues de Ouagadougou, et qui semblent nous parler de façon officielle et officieuse. Et nous nous sommes rendus compte que les gens, apparemment, semblent accorder de l'importance à la dimension officielle, et la dimension officieuse semble passer inaperçue. Le troisième ouvrage présenté est un ouvrage collectif titré « Insécurité et incivisme en Afrique, regard croisé ». Toutes les œuvres ont été éditées par les presses universitaires. C'est exactement ce qui s'est produit avec l'ouvrage collectif sur l'incivisme, qui était rampant, qu'on a regardé évoluer et qui est devenu aujourd'hui du banditisme et du terrorisme. Les deux ouvrages individuels sont des thèses de 2018.
La sélection des prochaines à publier est déjà lancée par les écoles doctorales des lettres, sciences humaines, arts et communication. Distinguer les meilleures thèses est une émulation qui permet de montrer qu'à l'école doctorale, c'est la qualité qui prime. Il s'agit de mettre en lumière les bonnes thèses, les thèses pertinentes et les thèses utiles, souligne le professeur Albert Ouedraogo, doyen de l'unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication. Les rideaux sont tombés sur la première édition de Salet Academy. Après un mois de compétition, 8 finalistes ont rivalisé dans 2 catégories, notamment en slam et en rap. Cette compétition musicale initiée par les jeunes du sanctuaire Notre-Dame de la Salette a pour objectif de véhiculer un message de paix, d'amour et d'unité, toute chose qui favorisera le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. Les candidats sont venus de toutes les confessions religieuses de la ville de Bobo-Dioulasso. L'ambiance de la finale avec Grace Michael Sanou et Soto Justin Dabiri. Alban Francis Sanou dans la catégorie slam et Bachama Abdulaziz Sanou dans la catégorie rap sont les champions de la première édition de Salet Academy. Pour cette première édition, 8 finalistes étaient en compétition, 4 dans la catégorie slam et 4 dans la catégorie rap. Pour le président de la jeunesse du sanctuaire Notre-Dame de Salette, cette compétition de musique est une autre manière d'annoncer l'évangile. Que de toute manière, le Christ soit annoncé. C'est le charisme de nos religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Et nous, jeunes sur la Salette, nous avons fait mien de ce charisme-là. Alors, qui dit annoncer le Christ trouve les moyens de le faire. Nous avons vu que dans le domaine de la musique, le slam et le rap fait partie des catégories où beaucoup de jeunes aiment cela. Voilà pourquoi nous avons réfléchi allant dans ce sens. Pourquoi ne pas par le slam ou bien par le rap annoncer aussi le Christ? C'est dans ce sens que nous avons initié cette activité-là. Bon, je dédie cette victoire à la famille, à la maman et à toutes ces personnes qui ont bien voulu se déplacer, effectuer le déplacement pour venir me soutenir. Je les dédie à ce trophée et même les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Pour cette première édition de Salet Academy, les candidats ont abordé dans leurs prestations plusieurs thèmes en lien avec la paix, l'espérance, l'amour et l'unité entre les filles et fils du Burkina Faso. Une activité culturelle que les responsables du sanctuaire Notre-Dame de Salette apprécient positivement. Oui, cette activité a été organisée dans le cadre des activités de la jeunesse en vue d'annoncer la parole de Dieu et d'attirer nos frères et sœurs qui ont déserté les bancs de l'Église pour revenir à Dieu. Et nos frères et sœurs qui n'ont pas encore entendu cette parole. C'était vraiment bien de voir l'engouement autour de l'événement, surtout au niveau de la jeunesse. Cette initiative qui est venue de la jeunesse et les jeunes aussi qui ont répondu présents. Et vous aurez noté ce n'était pas seulement les chrétiens catholiques, il y avait aussi une participation musulmane et le président du jury aussi est musulman. Donc cette cohésion des religions m'a beaucoup vraiment fait plaisir. Des attestations et des prix ont été remis à tous les candidats. Alban Francis Sanou, champion dans la catégorie slam, et Abdulaziz Sanou, champion dans la catégorie rap, repartent chacun avec des gadgets, une enveloppe de 70 000 francs CFA et le trophée. Pour terminer, à la Loterie nationale burkinabé, on sacrifie à une tradition répétée depuis par plusieurs institutions au Burkina Faso, la montée des couleurs en début de chaque semaine. Hier lundi, le directeur général de la LONABé et tous ses collaborateurs ont chanté d'une même voix le ditanier, symbole selon eux de patriotisme dans un contexte de crise sécuritaire difficile. Benjamin Kwame. Loterie nationale burkinabé, ce lundi 6 juin 2022. Il est 7 heures. Le drapeau est pour l'instant noué. Et comme le pays qui appelle ses fils et filles autour d'un idéal commun, les travailleurs de la LONABé rejoignent le MAR. Tous présents, avec à sa tête le directeur général de la nationale de la loterie. Il est 7h30. Ce soldat s'active à faire monter les couleurs. Le ditanier, chanté en chœur par le personnel, le syndicat, bref, tous les partenaires sociaux de la LONABé, par ailleurs initiateurs de ce rendez-vous. Une manière de témoigner tout leur attachement à la mère patrie
en ces temps où l'insécurité laisse un goût amer dans l'esprit patriotique de nombreux Burkinabés. C'est un acte patriotique. Voilà, nous montrons vraiment notre appartenance à cette patrie. Voilà, notre engagement vraiment, en tout cas, à tout faire vraiment pour contribuer vraiment c'est un acte très fort. Voilà, ça montre vraiment notre appartenance à cette patrie. Voilà, nous sommes engagés vraiment à ce que, en tout cas, accompagner le Burkina pour, en tout cas, arriver à des résultats meilleurs. Le drapeau national, le symbole le plus représentatif et le plus visible dans le Conseil des Nations, symbole d'une culture, de l'unité, d'un pays qui mérite d'être respecté et honoré, car tout le couronnement de ces actes font appel à un patriotisme auquel tout Burkinabé devrait se reconnaître. C'est pourquoi cet engagement matérialisé par les partenaires sociaux de la LONABé est salué par le premier responsable de la nationale de la loterie. En tant que premier responsable de la LONABé, permettez-moi d'exprimer toute ma fierté d'avoir pris part ce matin à la montée des couleurs de notre pays. C'est un acte patriotique fort qui a tout son sens actuellement dans le contexte du Burkina Faso. Nous avons chanté à l'unisson l'hymne national de notre pays. C'est le lieu pour moi de féliciter les partenaires sociaux de la LONABé et de les exhorter à maintenir le cap. Cette montée de couleurs est devenue une tradition dans plusieurs institutions publiques au Burkina Faso. La loterie nationale burkinabé ne veut pas rester en marge. Le premier lundi de chaque mois, Emmanuel Désiré Etienne Bobiga et ses collaborateurs entendent répéter cet exercice pour perpétuer la tradition. Avant de nous quitter, les étalons du Burkina Faso jouent en ce moment même le match de qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre l'Eswatini. Après 25 minutes de jeu, le score est toujours nul et vierge, mais nous avons confiance aux étalons. Allez les étalons, nous espérons l'ouverture du score dans les prochaines minutes. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je serai très ravie de vous retrouver demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.